TVT au cœur de l'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les menaces terroristes s'accentuent au Burkina Faso. Le Togo a donc accueilli certains citoyens burkinabés. L'Agence nationale de la protection civile a mis à leur disposition le nécessaire pour leur survie et au total, 600 déplacés en ont bénéficié. La Namibie a une population de plus de 24 000 éléphants. Le gouvernement compte réduire ce nombre en vendant 170 éléphants aux enchères, une espèce protégée, et la décision est donc très controversée. Et puis le Festival international Reine de l'Art, la 5e édition, a été lancée à Atapamé, un festival qui prend en compte 3 catégories de corps de métier, notamment la couture, la coiffure et la tresse. La reine de chaque catégorie sera connue à la fin de ce festival. C'était les titres de ce journal. Bienvenue, voici le 20h. Des responsables de laboratoires de la région africaine de l'Organisation mondiale de la santé OMS sont à Lomé. Ils ont 3 jours pour passer en revue ce qui est fait et harmoniser les normes afin de rendre plus efficaces les services de laboratoire. Il est question d'améliorer les contributions des laboratoires dans la prise en charge des patients. Antoinette Romao-Vovor. Recherche, traitement et diagnostic antimicrobien, des tâches qui incombent au laboratoire. Les laborantins ont pour rôle de diagnostiquer des maladies et des épidémies pour orienter la prise de décision des cliniciens et épidémiologistes. Mais seulement des manquements sont constatés dans leur exercice. L'OMS convie les responsables des laboratoires de la sous-région pour l'harmonisation des résultats de leur diagnostic. Cette réunion va nous permettre à la fin de nous entendre sur quelles sont les actions que nous devrons mener ensemble pour renforcer non seulement l'intérêt pour les laboratoires médicaux, mais aussi renforcer les services de laboratoire de façon générale. Nous devons pouvoir établir des stratégies de lutte sur la base de très bons résultats de laboratoire. Puisqu'il y a une mobilité des populations, il faut que les populations soient diagnostiquées de la même manière, que ce soit comparable. Qu'un diagnostic qu'on donne au Burkina Faso, lorsque la personne arrive ici, on dit c'est bon, c'est ça, on n'est pas obligé de tout recommencer et donc de perdre du temps. Le grand défi, rendre plus efficaces les laboratoires pour offrir des soins de qualité aux populations. Les échanges permettront de renforcer les stratégies, de s'approprier de ces stratégies et de pouvoir les mettre en œuvre et de les contextualiser parce que chaque pays est un contexte différent. Mais aussi d'apporter les ressources qu'il faut pour que les laboratoires puissent être bien structurés et très fonctionnels. La rencontre de Lomé va permettre à ces responsables de laboratoire de définir des actions à court et moyen terme par pays afin d'améliorer les services de laboratoire et diagnostic pour atteindre la couverture sanitaire universelle. L'actualité ce soir, c'est aussi cette formation des professionnels des médias. Ils sont à l'école de la fiscalité. C'est une initiative de l'Office togolais des médias, OTM, avec le soutien de l'Office togolais des recettes, OTR. Il est question de les outiller afin que ces derniers puissent mieux accompagner ces organisations dans la sensibilisation des populations sur le civisme fiscal. Marie-Reine Abeta et Dodoaré. La loi de finances exercice 2022 et son contenu exposé aux professionnels des médias. Une soixantaine formée à l'initiative de l'Observatoire togolais des médias pour mieux cerner la notion de fiscalité. La thématique abordée, c'est premièrement les mesures fiscales contenues dans la loi de finances exercice 2022. Une présentation également sera faite sur la taxe d'habitation qui ces derniers temps fait beaucoup couler d'encre. Et une troisième communication portant sur l'immatriculation foncière. Il s'agit donc d'amener les professionnels des médias à jouer leur rôle d'éducation en sensibilisant la population sur le civisme fiscal. En mai 2021, nous avons en collaboration
avec l'Office togolais des recettes, lancé un concours sur la production médiatique sur le civisme fiscal. Les professionnels des médias ne sont pas habitués à ces sujets-là. Et c'est ce qui nous a motivés à approcher l'OTR pour leur demander qu'en prélude à la deuxième édition donc, de ce concours qui intéresse les médias, il fallait quand même organiser des échanges sur des thématiques qui sont très chères à l'OTM. Cette initiative de l'OTM est saluée par le ministre de la Communication, le professeur Akoda Ayewadan. Il a invité les bénéficiaires à mettre les acquis de cette formation au service du développement du pays. Quel que soit le métier que l'on a appris, quelles que soient les bases que l'on a, notre monde n'est pas figé. Et parce qu'il n'est pas figé, nous gagnons à actualiser en permanence nos connaissances pour nous adapter aux nouvelles réalités et aux nouvelles exigences qui s'imposent à nous. Nous devons tous ensemble continuer à œuvrer dans le sens de l'édification de médias de qualité, de médias professionnels, parce que ces médias-là participent de façon indubitable à la construction de l'état de droit. Les journalistes, de par cette formation, vont disposer d'une base de données qui, à l'avenir, constituera des thèmes de production. Une initiative de l'Observatoire togolais des médias. Ils ont pris la décision la plus difficile de leur existence, partir de chez eux dans l'espoir de trouver une vie meilleure et plus sûre. Face aux menaces terroristes au Burkina Faso, ils sont nombreux à trouver refuge au Togo, précisément dans la préfecture de Tone. Le gouvernement togolais les accompagne donc à travers l'Agence nationale de la protection civile. La NPC a procédé à la remise symbolique de vivres et de non-vivres au profit de 600 déplacés. Gérard Lagoudou. Le Togo accueille et accompagne les réfugiés des attaques terroristes du Burkina Faso. La préfecture de Tone enregistre déjà plus de 600 déplacés. Ils reçoivent ici l'assistance en vivres et non-vivres, puis des enveloppes financières de la part du gouvernement togolais. Alertés de leur arrivée, notre structure, accompagnée d'autres structures, l'Action sociale, la Croix-Rouge, la santé, disons les membres de la plateforme régionale de réduction des risques de catastrophe, le président qui est le préfet de Tone a diligenté une mission sur le terrain. Ils ont pour la plupart fui et laissé tout derrière. Pour certains, leurs parents sont portés disparus. Il y a des enfants, il y a même des femmes enceintes, il y a une qui a accouché la dernière fois. Toutes les tranches d'âge sont représentées. Ils sont dans des familles d'accueil. Donc cette assistance vient vraiment soulager ces familles d'accueil. Ces réfugiés burkinabés sont originaires de la commune de Madjouari, région de l'Est, dans la province de la Kompienga, où sévit la barbarie ces derniers temps. Nous avons perdu le 17 passé, 18 personnes. Une semaine après, 85 personnes ont été tuées sur la voie. Donc c'est le reste des personnes qui ont échappé à leur furie, c'est généralement des femmes et des enfants. Ceux qui se sont retrouvés ici. Sincèrement, je dis grandement merci aux autorités togolaises pour l'accueil que nous avons bénéficié depuis que nous nous sommes retrouvés dans cette terre togolaise. C'est un signe, un témoignage qui montre jusqu'à quel point le Togo et le Burkina sont des pays frères. Et je voudrais également demander aux populations togolaises de beaucoup s'impliquer et de travailler aux côtés des forces de l'ordre de sécurité pour leur donner les informations nécessaires. C'est ce qui a beaucoup manqué chez nous. On a cru que les affaires de terrorisme ou de djihadisme, c'est l'affaire des militaires ou des gendarmes ou des policiers, alors que c'est l'affaire de tous. Après la remise symbolique, les autorités locales ont invité ces déplacés à la culture du vivre ensemble pour un agréable séjour en terre togolaise. Leur effectif ne cesse d'augmenter chaque jour sur le territoire togolais. Visiblement, ce n'était pas son heure. Yacouba Thiombiano a frôlé la mort. Il est agriculteur dans la commune de Madjouari, dans le Faso, et faisait partie de 6 personnes tombées dans les mains des groupes terroristes. Pris pour mort, il fut abandonné et est devenu le seul rescapé de l'attaque perpétrée contre les civils dans le milieu il y a moins d'un mois. Il a tout recommencé à zéro et fait partie des 600 déplacés dans la préfecture de Tone. Gérard Lagoudou, notre correspondant depuis Daparan, a recueilli son témoignage. Et les terroristes sont venus nous demander de quitter la localité. Donc moi, j'avais fait partir ma famille, notamment ma femme,
sur Pama. Et je suis resté dans l'espoir de faire mon champ. Et malheureusement, on ne nous a pas laissé le faire. On est resté comme ça, on n'a pas pu cultiver. Et jusqu'à cette année, ils sont revenus encore nous menacer de quitter. Et donc, on était sous une famine intense. Et un jour, on s'est dit, mais on va aller chercher les mangues. Et c'est à la recherche des mangues que nous sommes tombés sur des terroristes. Et on nous a tué 17 personnes. Ah, là, on était choqués. On s'est dit, ah, c'est comme ça, on va quitter la commune. C'est comme ça, un jour, on a décidé un matin, et en cours de route, vers Pama, on nous a interceptés. Et on nous a gardés toute la journée. Et vers la tombée de la nuit, et on a demandé à nos femmes de quitter, nous laisser. Les femmes ont refusé et ils les ont menacées. Donc elles étaient obligées de quitter, laisser nous les hommes. Et c'est à ce moment qu'ils ont commencé par nous ligoter 2 à 2 et on nous amenait en brousse et c'était des coups de fusil. Donc jusqu'à mon tour, on nous a amenés, nous étions 6 et on nous a tirés. Et moi, heureusement, la balle a frôlé mon nez, ça a frôlé mon nez et j'ai fait semblant de mourir. Donc je me suis couché allongé. Et quand ils sont venus, ils ont constaté, ils se sont dit que j'étais aussi parti comme les autres. Et ils sont partis nous laisser. Et je ne sais pas, par la grâce de Dieu, j'ai réussi à enlever les cordes qu'on m'avait attachées. Et je suis parti vers Sambou. Donc arrivé à Sambou, on m'a conduit à l'hôpital et là, on a constaté que la blessure était grande et on m'a amené à Dapon. Témoignage recueilli donc par Gérard Lagoudou. Il y a quelques jours, c'est Seitenga, au Burkina Faso toujours, qui a été endeuillé par une attaque terroriste, une localité située au nord du pays. Les djihadistes sont pointés du doigt, le bilan s'est alourdi, 29 nouveaux corps de civils ont été retrouvés. Le bilan provisoire est actuellement de 79 morts. Le bilan s'alourdit au Burkina Faso. Le gouvernement a annoncé avoir retrouvé 29 nouveaux corps de civils, faisant grimper le bilan à 79 victimes dans l'attaque perpétrée par des djihadistes présumés à Seitenga il y a quelques jours. Dans un communiqué, les autorités ont annoncé que des recherches sont toujours en cours dans le nord du pays, mais que la progression de l'armée est ralentie par d'éventuelles bombes artisanales placées par les terroristes pour miner le site. Selon l'Union européenne, le bilan de cette attaque pourrait atteindre une centaine de morts. Lundi soir, le président de la transition, le lieutenant-colonel Damiba, a instauré un deuil national de 72 heures sur l'ensemble du territoire en mémoire des victimes. Les drapeaux ont été mis en berne sur tous les établissements à caractère public et les réjouissances populaires sont suspendues pendant cette période. Seitenga avait déjà été frappé 2 jours avant par une attaque qui avait tué 11 gendarmes. Les éléphants, une espèce protégée qui tend à disparaître, sauf en Namibie. Dans ce pays, ils sont nombreux et sont passés de 7 500 en 1995 à plus de 24 000 aujourd'hui. Ils ne font pas de cadeaux aux hommes, détruisent tout sur leur passage et s'attaquent aux potagers et aux jardins. Pour réguler leur population, le gouvernement namibien a décidé de vendre aux enchères 170 pachydermes, une décision controversée. Dans ces plaines du nord de la Namibie, les éléphants ne sont plus les bienvenus. Selon le gouvernement, leur nombre aurait considérablement augmenté, de 7 500 en 1995 à plus de 24 000 aujourd'hui. Conséquence, la cohabitation est devenue impossible pour les habitants qui peuplent la zone. Regardez, il y a des traces de pas. Il a avancé par là et il est resté coincé ici. Maintenant, je dois tout réparer et reboucher les trous. Il y avait de belles tomates, des épinards. J'avais de tout ici. J'étais prête à récolter et maintenant, je dois attendre à nouveau 3 mois. Des conflits qui ont poussé les autorités à mettre aux enchères 170 éléphants.
De quoi révolter les associations de protection des animaux. Certains, comme le journaliste John Grobler, enquêtent sur la vente de ces mammifères en danger d'extinction. Ces 22 éléphants ont été capturés et gardés ici pendant 3 mois. Après cela, ils ont été transférés par avion dans 2 zoos aux Émirats arabes unis. Ils mettent les atouts de notre pays entre les mains de propriétaires privés. C'est illégal. Depuis 2019, il est en principe interdit d'exporter des éléphants dans des pays où ils ne sont pas présents à l'état sauvage. La Namibie, qui ne respecte pas les conventions, a bien l'intention de continuer. Je vous amène à présent dans la ville intelligente d'Okere en Ouganda, une ville autrefois isolée par la guerre et où très peu de personnes ont été scolarisées. Elle se transforme de jour en jour et est dirigée de manière collective. Pour elle, c'est un rêve. Dans un district où très peu de personnes ont été scolarisées, ces femmes âgées découvrent les joies de l'école. Ici, elles apprennent les mathématiques, l'alphabet et la culture générale. C'est l'un des projets de la ville intelligente d'Okere, un village autrefois isolé par la guerre. Uriette Amougué en est l'une des bénéficiaires. Elle applique déjà ses connaissances dans son entreprise. Avant, je gérais de petits business, mais comme je ne connaissais pas les mathématiques, je me faisais arnaquer. Maintenant, grâce à ce cours d'alphabétisation pour adultes, je suis capable de faire des mathématiques simples et je peux donc bien compter mon argent. C'est ce qui motive Ojok Okelo, le bâtisseur communautaire à l'origine de cette transformation. Mon inspiration était assez égoïste. Je voulais vivre une vie confortable, même dans les endroits les plus reculés. J'ai vite réalisé que je ne pouvais pas me contenter de vivre une vie confortable mais solitaire. Nous devions prospérer ensemble en tant que communauté. Avec ses propres économies, Ojok a construit un complexe qui accueille un service d'éducation, un centre de santé, une banque locale et même un salon de massage. Lors de son retour après la guerre, ne trouvant que des ruines chez lui à Okere-Momkok, Ojok décide de construire la première ville rurale durable. Dans les 10 prochaines années, c'est-à-dire d'ici 2030, nous espérons construire les 50% et ensuite, à l'avenir, nous voulons faire de cet endroit un hub régional. À mesure que l'Afrique progresse, la ville intelligente d'Okere prouve que les zones rurales sont désormais des acteurs clés du développement et non de simples spectateurs. Ceci dit, retour chez nous à évoquer l'inauguration du siège de la Fédération régionale de l'Union des forces du changement UFC Maritime Nord. Inauguration couplée de l'installation des membres du nouveau bureau, 13 membres au total qui ont pour mission de prôner les idéaux du parti. Eli Agba Nyadao. Un nouveau local, un nouveau bureau. L'Union des forces de changement UFC Région Maritime Nord dispose désormais d'un nouveau bureau. Composé de 13 membres, le nouvel organe dirigeant aura pour mission d'expliquer aux différentes délégations la nouvelle philosophie du parti avant les élections régionales. Ce scrutin fait partie des normes de la décentralisation. Et vous savez que la décentralisation, c'est la démocratie à la base. Les militants de Zior, il faut le dire, très dynamiques. Et certainement, rien ne peut nous étonner parce que cette zone-là a toujours été un des fiefs de l'UFC. Donc, ils ont voulu très vite se mettre en ordre de bataille pour que lorsque ceux qui seront élus, conseillers régionaux, puissent déjà commencer à travailler. Les responsables du parti Union des forces de changement ont exhorté leurs membres à plus d'engagement pour le développement du pays. Ceci en collaboration avec tous les acteurs du pays, quel que soit leur bord social ou politique. C'est aujourd'hui la journée mondiale du don de sang, journée commémorée par le Centre national de transfusion sanguine du Togo, CNTS. Le thème retenu cette année au Togo pour cette 19e édition est « Donner son sang, un acte de solidarité, rejoignez le mouvement et sauver des vies ». Sandra Aziabé.
il y a encore certains qui traînent. Il y a un an, Kodjo, jeune étudiant de 19 ans, s'est engagé à donner de son sang. Pour ce 14 juin, journée mondiale du don de sang, cet acte de solidarité est célébré par le Centre national de transfusion sanguine. Avec 3 dons déjà effectués, Kodjo ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. J'ai commencé par donner du sang à partir de l'année passée. Je suis quelqu'un qui est très civique et j'aime m'impliquer dans la société, essayer d'apporter mon aide d'une manière ou d'une autre aux gens. Et quand j'ai su que je suis apte à donner le sang, je n'ai pas hésité. Et lors de la campagne de l'année passée, je suis venu et j'ai commencé. Ce qui fait de moi un donneur régulier et très motivé et fidèle. Je m'en félicite. J'ai aimé cet acte de la part du centre de transfusion. C'est quelque chose qui me donne encore plus de motivation. Tout comme Kodjo, ils sont nombreux, étudiants, apprenant à donner librement une part d'eux-mêmes pour sauver des vies. Pour renflouer les banques de sang du centre, l'État togolais mobilise assez de moyens pour cette opération. Également, en appui, plusieurs partenaires pour la mobilisation et la sensibilisation. On a constaté que ces jeunes-là, ils ont poursuivi les dons de sang durant toute l'année, de telle sorte qu'ils ont fait le nombre maximum de dons de sang que quelqu'un puisse faire en un an. Les sociétés nous accompagnent depuis plusieurs années. Donc, à chaque édition, ils nous accompagnent pour la mobilisation sociale et ils nous apportent également un appui dans la disponibilité des intrants de collecte. 75 000 poches de sang, c'est la quantité nécessaire pour couvrir le besoin annuel du pays. Seulement, 70% sont mobilisés chaque année, ce qui crée un déficit de 30%. Le CNTS lance un appel à tous pour le don du sang afin de sauver des vies. Pour cette campagne 2022, en 2 jours, plus de 450 poches de sang ont été collectées au lieu de 200 prévus. À présent, le point sur la situation de la pandémie au Covid-19 au Togo ce mardi. Nombre de cas confirmés, 37 210. 10 nouveaux cas depuis hier. Nombre de personnes guéries, 36 869. 4 nouveaux guéris depuis hier. Nombre de cas actifs, 68 et 273 décès. Des chiffres communiqués par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'Accès universel aux soins, professeur Moustapha Midi Yawa. L'actualité ce soir, c'est aussi cette collecte de l'Agence nationale de la sécurité alimentaire du Togo, ANSAT. Elle était à Warango, dans la Kéran. Elle a acheté du maïs blanc qui lui permettra de renforcer son stock de sécurité. Nestor Mouzo. La coopérative Kupana, une organisation de producteurs agricoles basée à Warango, dans la commune de Kéran 3, qui a fait du maïs blanc une de ses principales cultures. Disposant encore du maïs, elle a fait appel à l'Agence nationale de sécurité alimentaire du Togo. L'ANSAT est venu faire un prélèvement de 50 tonnes pour renforcer son stock et continuer à remplir sa mission. Les achats que nous faisions, c'est dans l'intention de renforcer notre stock de sécurité pour les éventualités. Actuellement, on voit ce qui se passe, pas seulement au Togo, mais dans le monde entier. Il y a vraiment la pénurie des céréales. Donc sur ce, son Excellence, Monsieur le Président Faure Essos-Zemna Nyasingbe, a donné les consignes à l'ANSAT de faire tout et tout pour approcher les producteurs qui ont encore du céréal pour nous vendre. Les 50 tonnes de maïs blanc collectées ont une valeur de 9 millions de francs CFA. Les membres de la coopérative Kupana se réjouissent de cette opération d'achat de leurs produits. Vraiment, nous nous battons et nous n'avons plus de marché. Et ça démotive les membres et ils n'arrivent pas à produire comme il le faut. Mais l'ANSAT, à partir de quelques années passées là, l'ANSAT a commencé des achats dans notre coopérative. Et nous remercions beaucoup le gouvernement à travers l'ANSAT de tous ces efforts. Nous voyons que le chef de l'État vraiment ne dort pas. D'abord, il nous a appuyés par des avances sur commande, ce qui nous a permis de faire nos récoltes et scolariser nos enfants. Aujourd'hui encore, l'ANSAT est sur le terrain dans tout le pays pour prendre nos stocks, ce qui va nous permettre aussi de se lancer dans l'activité champêtre que nous démarrons actuellement.
L'ANSAT, Grenier de l'État, toujours prête à répondre aux sollicitations des producteurs organisés pour leur permettre de faire face à leurs différentes charges. Qui sera la reine de l'art dans chacune des 3 catégories cette année au Togo? Nous le saurons bientôt. La 5e édition de ce festival vient d'être lancée. 3 corps de métier sont concernés, notamment la couture, la coiffure et la tresse. Le concours se déroule sur toute l'étendue du territoire national. Sylvain Raptou. Une photo des différents corps de métier pour annoncer la 5e édition du Festival international Reine de l'Art, un festival qui met en compétition les professionnels de coiffure, couture et tresse. À travers cette compétition, chaque candidate aura à démontrer son savoir-faire dans la présentation d'un modèle durant un temps donné. La partie concours du festival s'adresse à ces 3 catégories et se déroule dans toutes les villes, sur toute l'étendue du territoire. Mais nous faisons les finales régionales au niveau des grandes villes et l'apothéose dans la ville choisie pour accueillir l'événement. Et parmi les meilleurs dans les différentes régions, on vient au plan national pour trouver la reine dans chaque catégorie. Et c'est la ville aux 7 collines qui accueille cette année l'apothéose de cette 5e édition, et ceci après les phases régionales. Nous saluons donc l'initiative parce que ça vient encourager les acteurs à la base et ça vient les mettre en face de la compétition. Nous avons donc accueilli donc cette activité avec tout engagement parce que nous voyons déjà de loin quelle est sa plus-value pour nos artisans. Célébrer la reine de l'art, c'est promouvoir la femme, une initiative pour rendre plus professionnel le métier de l'artisanat et redonner un élan nouveau à ces différents corps de métier. Cela donne la visibilité au sein de l'artisanat et au secteur en général pour que l'activité artisanale soit considérée comme une activité de valeur et pouvoir attirer d'autres jeunes à venir apprendre un métier. À travers ce lancement officiel, les reines de l'art des éditions précédentes ont été présentées au public en vue de susciter un engouement autour de cette 5e édition axée sur le thème « Promotion des valeurs de la femme pour une société épanouie ». Prévoyez surtout vos parapluies quand vous sortez à partir de demain. Des manifestations pluvio-orageuses importantes accompagnées de coups de vent par endroits sont attendues du 15 au 20 juin prochain sur l'ensemble du territoire national. Attention aux zones à risque d'inondation. Et ainsi s'achève cette randonnée de l'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe de réalisation. Bonne soirée à vous sur votre chaîne, la télévision togolaise.